Merci vraiment à toutes et à tous d'être là. On est très heureux, même si on est un petit peu froid. On va se réchauffer pendant la journée, je pense. Donc moi, je vais commencer cette journée par une boîte à outils, en fait, finalement, plus qu'une revue de la littérature, même si effectivement c'est mon habitude, afin que cette présentation elle soit utile, j'espère, à chacun d'entre vous. Voilà. C'est aussi un petit peu une introduction de la journée, puisqu'on va rentrer petit à petit dans le détail avec l'intervention des professionnels et aussi des personnes concernées. Donc à côté de moi, j'ai Marie-Sarah qui me fait l'honneur d'être là. C'est pas toujours évident de trouver des personnes qui sont prêtes à témoigner et qui peuvent du coup le faire aussi avec autant de passion et de dynamisme. Donc je vais commencer. On a un timing un petit peu serré aujourd'hui. Et voilà, on pourra échanger bien sûr tout de suite après la présentation. Alors où en est-on de l'emploi des personnes avec autisme aujourd'hui? Tout le monde entend bien? Alors déjà une présentation très rapide, et puis une présentation géographique aussi. Je suis le médecin de l'UTSA, qui est l'unité diagnostic et soins pour l'autisme à l'âge adulte. C'est un joli bâtiment de début du XXe siècle, mais c'est surtout à l'intérieur qu'il se passe des choses intéressantes. Du diagnostic, et un diagnostic le plus précis possible, dans une période où il y a de nombreux diagnostics différentiels qui nous questionnent. Puis aussi du soin, et le soin c'est l'accompagnement des personnes, notamment du coup, les plus jeunes adultes dans leur projet d'insertion scolaire, mais aussi professionnelle. Quelques mots aussi sur le réseau emploi insertion autisme Occitanie-Est. C'est un réseau qu'on a intégré et finalement créé en 2019. C'est un réseau de plusieurs acteurs, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Et alors, Eric vous l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, en plus de l'organisation de cette journée annuelle, nous travaillons, on va dire, pour faire avancer l'insertion professionnelle dans notre région. Alors, en guise d'état des lieux, un petit peu de l'emploi en France pour les personnes avec handicap et plus particulièrement avec autisme, quelques chiffres, quelques représentations. Déjà, il faut savoir que moins de 10% des personnes interrogées, toutes personnes confondues, que ce soit des Français sans distinction professionnelle, les salariés, les employeurs, du coup, savent que 80% des handicaps sont invisibles. Ça veut dire que la plupart des personnes interrogées n'ont pas de représentation claire sur le handicap invisible. 80% des salariés ayant un collègue en situation de handicap, pourtant, pensent que c'est l'occasion de mettre en place des nouvelles façons de faire et de nouvelles façons d'intégrer ces personnes avec des besoins particuliers. Plutôt aussi un chiffre optimiste, 63% des recruteurs se déclarent prêts à recruter davantage de personnes en situation de handicap. Donc ça c'est encourageant. Et enfin, 30% des recruteurs estiment que l'appui d'organismes spécialisés pourrait les inciter à recruter plus de personnes en situation de handicap. Aussi, avec une marge de progression depuis 2 ans. Donc, la plupart des chiffres que je vais avancer aujourd'hui sont issus d'un rapport que je vous conseille, qui est assez simple à lire, qui est celui de la GFIP, de l'Observatoire pour l'emploi et l'insertion des personnes avec handicap. Autre représentation qui évolue, mais malheureusement pas très rapidement. Pour la plupart des personnes interrogées, c'est difficile. C'est difficile, en tout cas, la représentation, c'est pas simple. Il faut peut-être des aides, il faut du soutien, puisque que ce soit chez les salariés, les employeurs ou dans le public général, la majorité des personnes interrogées considèrent que l'embauche des personnes avec autisme ou avec handicap est compliquée. Alors on se place dans un contexte aussi, et c'est vrai que du coup on voit qu'il y a des défis dans notre pays par rapport à la précarité, par rapport à des tensions au niveau social. Néanmoins, force est de constater que l'économie et le PIB, qui est un reflet certes un petit peu imparfait de l'état de santé de notre pays, le PIB a progressé, il a même dépassé son activité d'avant-crise, avant qu'on parle du Covid et de toutes ces complications.
Donc il y a des raisons d'espérer, aussi parce qu'on a constaté que le chômage des personnes en situation de handicap avait atteint son plus bas niveau depuis 5 ans. Néanmoins, la part des jeunes adultes qui sont ni en emploi ni en formation a on va dire une évolution assez stable. Il reste des défis à relever, puisque aujourd'hui le taux de chômage des personnes avec handicap est de 14%, contre 8% du coup, dans le public général. Et le chômage de longue durée continue d'augmenter. Fin décembre 2021, 60% des personnes avec handicap demandeuses d'emploi sont au chômage depuis plus d'un an, contre 49% pour l'ensemble des publics. Le chômage de très longue durée en particulier a augmenté aussi, et sur la durée d'inscription au chômage, cette durée est plus importante également pour les personnes avec handicap, de plusieurs centaines de jours par rapport à l'ensemble des publics. Alors ça, c'est un petit peu une frustration. On n'a pas beaucoup de chiffres aujourd'hui sur l'emploi et l'employabilité des personnes avec autisme. Ce pas des chiffres qui sont très souvent réactualisés. Le chiffre qui est accepté encore aujourd'hui, c'est moins de 1% des personnes autistes ont un emploi en milieu ordinaire. C'est un chiffre qui peut être critiqué aussi, puisqu'on estime assez peu le nombre de personnes qui sont en emploi, qui sont autistes, mais qui ne le disent pas, et donc qui échappent on va dire, à la cotation et du coup à l'évaluation de ce nombre. Et il y a aussi donc, des personnes qui ne souhaitent pas non plus dire du coup à leur employeur qu'ils ont des diagnostics. Alors pour introduire aussi le propos de mes collègues, quelques représentations sur l'autisme. Je pense que vous avez tous et tout un intérêt assez fort pour l'autisme en étant là aujourd'hui, mais néanmoins, c'est important chaque année de répéter qu'il y a de nombreuses forces et puis aussi des défis à relever quand on a un trouble du spectre de l'autisme. Alors, commençons par les difficultés pour parler ensuite des forces. Les personnes avec autisme expérimentent plus de difficultés à maîtriser le processus de candidature, des difficultés à suivre un enchaînement d'instructions ou de consignes par rapport à leurs particularités sur le plan cognitif, des difficultés à communiquer et à interagir avec les collègues, les difficultés d'interaction sociale sont bien connues, et des difficultés à s'intégrer à la culture de l'entreprise, notamment à travers tous les codes implicites qu'il peut y avoir. Il y a des difficultés qui sont liées au TSA dans l'emploi. Elles peuvent être liées justement uniquement à la symptomatologie, c'est-à-dire la présence de stéréotypies, la présence de particularités sur le plan sensoriel. Donc, je reviens sur ces difficultés de communication. Et puis, il faut aussi souligner parfois l'importance de la rigidité, c'est-à-dire du manque de flexibilité qu'il peut y avoir au niveau comportemental ou cognitif. Il y a des difficultés aussi qui sont présentes à cause des diagnostics associés. Et les diagnostics associés peuvent être plus émergents lorsque justement le milieu, l'environnement n'est pas favorable aux personnes avec autisme. On retrouve la dépression qui est plus importante. Et il y a eu des études aussi sur la dépression, on va dire, suite au contexte sanitaire actuellement, et notamment dans l'emploi. Il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont développé de la dépression car ils n'ont pas pu maintenir leur emploi chez les personnes autistes, de l'anxiété, de troubles difficiles de l'attention avec l'hyperactivité. Il y a plus souvent aussi donc, des troubles du langage et des troubles développementaux de coordination. Les autres difficultés sont aussi de refuser de communiquer son diagnostic. C'est un droit, on n'est pas obligé de donner du coup le diagnostic. Néanmoins, lorsque le diagnostic n'est pas communiqué, il y a souvent plus de difficultés d'intégration. La demande d'aide, elle est parfois difficile, et les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement, de façon générale, expérimentent des difficultés au niveau de la confiance et de l'estime de soi. Alors après, voilà, il y a des difficultés qui sont liées aux autres, l'environnement de travail est parfois inadapté, il y a une méconnaissance de l'autisme
une forte stigmatisation qu'il peut y avoir de la part des employeurs ou des collègues. Et il peut y avoir aussi une focalisation, on va dire, notre cerveau, notre esprit humain est assez... comme ça, pour l'instant, on a tendance à focaliser parfois plus sur les difficultés, sur les déficits que sur les points forts. Néanmoins, avec un peu d'entraînement, ça peut changer. Si, c'est possible, je vous assure. Alors, il y a aussi, et je ne serai pas le seul à en parler aujourd'hui, du coup, de l'entretien d'embauche, qui est vraiment une étape parfois incroyablement difficile. Il y a des moyens peut-être de l'améliorer, cet entretien d'embauche, et peut-être des moyens de le contourner. Alors, à cause de toutes ces difficultés, le risque d'épuisement, il est réel, et ça doit être notre principal souci, et ça doit être justement aussi la motivation pour travailler plus efficacement afin que le maintien dans l'emploi soit possible. Alors, en termes de facteurs de pronostic, le niveau de quotient intellectuel, c'est un prédicteur du taux d'emploi, mais finalement, ce qui est le plus déterminant, c'est le niveau de compétence sociale. Et donc c'est aussi justement une cible de nos interventions, et voilà, c'est vraiment à favoriser le plus possible dans l'emploi. Alors voici les forces. On a de nombreuses de forces, elles ne sont pas spécifiques des personnes. Bien sûr, il y a des forces qui sont bien personnalisées. Néanmoins, on dit souvent que les personnes avec autisme ont des aptitudes visuelles plus importantes, une attention aux détails, un respect des règles, un respect des horaires, de façon générale une grande fiabilité, il y a moins d'absentéisme, il y a une persévérance du coup plus importante, surtout si on se place dans le champ des centres d'intérêt. Il y a du coup des capacités cognitives aussi qui sont de bon niveau, parfois une capacité en fait de créativité, de sensibilité un petit peu différente liée au mode de fonctionnement différent. Aussi, c'est une diapositive que j'avais présentée l'année dernière, du coup c'est sur les facteurs de réussite. Pour rappeler que lorsqu'on s'est intéressé à comment ça marche et pourquoi ça marche chez certaines personnes, ce qui ressortait à chaque fois, c'était ces trois choses. L'opportunité de développer ses points forts, donc ça veut dire qu'il y a des personnes à un moment donné qui ont fait confiance du coup, aux personnes autistes, qui les ont aidés à développer d'abord leurs points forts. Ensuite, un entraînement aux habiletés sociales pendant l'adolescence et le début de l'âge adulte. Et puis aussi, enfin, la considération de l'hygiène de vie et des diagnostics associés. L'autisme en soi, c'est jamais le problème, très rarement le problème. C'est surtout l'importance et la fréquence des diagnostics associés. Alors là on rentre dans la partie la plus pratique un petit peu de cette intervention. C'est le moment où vous prenez des photos, vous prenez des notes. Je n'ai pas de flashcode, donc peut-être que ça sera intégré dans une autre année. Je vous dis ça parce que j'ai mis plusieurs sites internet que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a déjà des ressources en fait, qui existent dans le service public de l'emploi pour toutes les personnes. Ça c'est important parce que souvent elles sont méconnues ces ressources-là. Et ces ressources, elles sont, j'ai vérifié, accessibles à toutes les personnes avec handicap, avec souvent une dérogation d'âge. Lorsque ça s'arrête à 25 ans pour certaines personnes dans la population générale, chez les personnes qui ont le RQTH, ça dure jusqu'à 30 ans. Donc, ça me semblait important de vous partager aussi ces ressources ce matin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, monparcourshandicap.gouv, à la rubrique emploi. C'est vraiment du coup un catalogue du coup, et une présentation des différentes solutions qui existent. C'est assez didactique et c'est parfaitement mis à jour. Vous avez un site régional aussi qui est très complet et qui permet de recenser les différentes choses qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle meformerenregion.fr. Et en fonction du profil que vous avez, en fonction de si vous êtes professionnel ou directement concerné par l'autisme, vous avez des informations, des guides qui sont proposés. Alors, on a un gouvernement qui apprécie les slogans, qui apprécie la communication, et il y a aussi des aides qui ont été développées, notamment après les contextes de crise sanitaire qu'on a connus. Et on a du coup la partie qui s'appelle Un jeune,
une solution. Ça, c'est pour les 15-30 ans, essentiellement. Et c'est le regroupement d'offres d'emploi, de stages, d'offres d'alternance également. C'est aussi la présentation de différents dispositifs que moi, personnellement, je ne vous présenterai pas ce matin parce que sinon ça serait beaucoup trop long de voir les subtilités et toutes les différences. Je pense que s'il y a des professionnels de l'insertion, du coup, ils les connaissent bien, ces dispositifs. On parle même Erasmus+, hein, pour les personnes qui veulent voyager à l'étranger, pour apprendre un métier. Il y a les contrats d'engagement jeunes, alors ça fait beaucoup d'acronymes, vous verrez. Les parcours emploi compétences jeunes, les parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Il y a le service civique qui est peut-être un petit peu plus connu et un petit peu plus ancien, mais voilà, toutes ces solutions ont des financements particuliers et permettent de peut-être trouver un emploi ou des stages ou une formation avec un accompagnement un petit peu plus personnalisé. Tout est fait pour, en tout cas. Il y a même un mentor, qui est une initiative, en fait, on va dire, qui est plus basée sur le mentorat. Hein, donc, du coup, c'est des personnes bénévoles qui vont justement accompagner des jeunes, des personnes en situation de handicap, y compris des personnes avec autisme, si besoin. Alors, un petit mot aussi sur l'alternance, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup encouragé actuellement et qui est en plein boom. C'est vraiment, du coup, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont financés qui permettent la formation de l'alternant par rapport aux besoins de l'employeur. Et on voit que pour l'instant, on se place du point de vue de l'employeur ou du point de vue des personnes avec handicap, tout handicap confondu. Les résultats nous invitent à être plutôt optimistes, puisqu'il y a donc, des qualifications qui sont obtenues et l'envie en fait, de renouveler ce type de contrat. Alors, on vous a parlé aussi de duodel, mais peut-être pour certaines personnes, duodel c'est un petit peu flou. Ça s'organise chaque année, au moment de la semaine européenne pour l'emploi et des personnes avec handicap, et c'est la rencontre, tout simplement, entre le monde de l'entreprise, le monde du travail et une personne du coup, avec un handicap. Et le but, c'est vraiment de découvrir un métier, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qu'on rencontre qui vont commencer une formation sans avoir vraiment de représentation très claire de ce que c'est que le métier exactement. Donc ce type de journée peut être organisé et il y a un facilitateur justement par l'intermédiaire du site internet. Alors, on peut parler, si vous voulez, longtemps d'emploi, mais un des défis finalement principaux, c'est de choisir son orientation. Alors là aussi, il y a des outils numériques et modernes qui existent. Avant d'en parler, déjà, est-ce qu'il y a un métier, selon vous, pour les personnes autistes? Alors longtemps, c'est ce qu'on a cru. On a cru qu'il fallait réserver l'informatique ou la comptabilité pour les personnes avec autisme, ou d'autres types de métiers, on va dire, un petit peu stéréotypés. En fait, toutes les personnes autistes peuvent réaliser tous les métiers, tous les types de métiers qu'ils veulent, à condition justement d'avoir été formé pour ce métier, à condition aussi d'avoir un intérêt pour ce métier. Parce qu'on ne fait rien de très très important, de très grand dans la vie si on n'a pas un minimum de motivation pour ce qu'on fait. Alors peut-être que vous avez entendu parler du SPRO, c'est le service public régional de l'orientation. Je vous ai copié une carte de notre grande région Occitanie, mais déjà dans l'Occitanie Est, on voit qu'il y a de nombreuses structures qui sont impliquées. En fait, c'est essentiellement les missions locales de la mission locale à toutes les structures publiques du service public de l'emploi, plus d'autres structures qui sont sur le site internet, encore une fois, meformerenregion.fr. Donc vous avez une carte interactive et vous pouvez savoir vraiment dans quelle direction vous pouvez aller pour rencontrer des professionnels pour l'orientation. Il y a des guides sur les métiers, etc. Il y a pas mal de choses. Si vous êtes quiz, s'il y en a qui aiment un petit peu les aspects ludiques, sur le site meformerenregion.fr, il y a un quiz des métiers. Je prends une vingtaine de questions qui permettent, en fonction des réponses, de définir un profil
et permettent également en savoir un petit peu plus par l'intermédiaire de fiches métiers. C'est plutôt bien fait, parce qu'il y avait d'autres questionnaires qui existaient auparavant, qui n'étaient pas assez détaillés, et là il y a vraiment un profil presque scientifique, avec un nombre, avec des pourcentages, etc. Et je l'ai fait pour moi, c'est assez fidèle. Voilà, je ne vais pas changer de métier tout de suite, puisque c'est vraiment le domaine de la santé, et aussi de la pédagogie, peut-être, qui ressortait pour moi. Voilà, sinon ça c'était une découverte aussi en créant cette présentation. Je pense que c'est tout nouveau. Comme son nom l'indique dans le site internet, c'est en version bêta. Mais je vous encourage néanmoins à regarder. Bêta, ça ne veut pas dire que c'est bête. Hein. Bêta, c'est dans le langage informaticien, c'est en phase de programmation, en phase de test. Et donc voilà, ça s'appelle Diagoriant. Et alors c'est un outil qui permet de construire son CV en fonction justement de son profil. Et le site insiste bien sur le fait que du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des compétences, des diplômes, etc., mais que toute compétence personnelle peut être valorisée à l'intermédiaire du CV. Donc c'est aussi plutôt bien fait. Je vous encourage à le découvrir. Voilà. Alors, j'espère que ce n'est pas un parcours trop accéléré. On aura l'occasion d'y revenir dans la journée si vous avez des questions. Et puis, je sais que mes collègues du réseau vous présenteront également tous les dispositifs. Donc, quel parcours, quelle philosophie? Depuis 2019, depuis qu'on s'intéresse encore plus, et puis même avant, à l'insertion professionnelle, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu un millefeuille de dispositifs et que ce n'était pas toujours très évident aussi de s'y repérer. Alors, j'ai essayé de cartographier un petit peu ça. Peut-être il y a des absents sur cette diapositive, peut-être c'est pas complètement exhaustif. Néanmoins, alors déjà on vous présentera plusieurs dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle. Vous verrez également que aujourd'hui les pôles emploi et Cap emploi ont fusionné. Alors c'est très peu connu, mais au moins il y aura une centaine de personnes qui le connaîtra. Du coup, on appelle ça aujourd'hui le lieu unique d'accompagnement. Voilà, maintenant, c'est vraiment considéré comme la porte d'entrée pour l'emploi, mais c'est pas la seule. Dans ce parcours, il peut y avoir des unités de soins, comme l'UTSA, comme nos collègues aussi du CRA, comme le dispositif ASPI Friendly, qui est intégré du coup, au CRA, dont vous parlera tout à l'heure Madame Gallois. La plateforme de réhabilitation professionnelle, c'est aussi du coup un dispositif au CHU qui va favoriser l'emploi des personnes en psychiatrie, de façon générale. Vous aurez une présentation cet après-midi sur ce dispositif. Et puis après, il y a les missions locales, et puis des associations, des dispositifs également qui permettent de favoriser l'orientation et puis l'insertion professionnelle, des dispositifs privés également. Et puis il faut aussi, dans le milieu de l'entreprise, il faut souligner aussi l'importance de la médecine du travail, qui est un acteur parfois oublié. Alors, ça c'est une diapositive aussi que j'aime bien reprendre, c'est dire ou ne pas dire quelle est la question, parler de son diagnostic ou pas. Cette question-là, elle revient très fréquemment. En tout cas, moi, je vous encourage à vraiment réfléchir à cette question-là et aux conséquences de ne pas dire, en tout cas. Si on choisit de donner son diagnostic, pas forcément en disant je suis autiste, mais en disant voilà quelles sont mes particularités, voilà quels sont aussi mes points forts, eh ben, on a 3 fois plus de chances d'être embauché et bien intégré par rapport aux personnes qui ne divulguent pas leur diagnostic. Alors c'est une étude de 2017, mais il y en a aussi aujourd'hui, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là. Alors l'enjeu, si on veut conclure, c'est finalement de développer les forces, de respecter ces forces et de bien les identifier. Et ça, c'est la démarche de la réhabilitation psychosociale. C'est la démarche qui va justement permettre de favoriser aussi des opportunités, de créer en fait des situations dans lesquelles la personne va pouvoir présenter toutes ses compétences.
C'est un petit peu à l'opposé du modèle médical classique, dans lequel on voulait surtout une diminution des symptômes, parfois avec l'aide des médicaments, etc. Alors je ne dis pas que les médicaments ne sont pas utiles, mais ils sont juste une seule partie du parcours de la personne. Et parfois, il y a des personnes voilà, qui n'ont pas de médicaments aussi, il faut bien le rappeler. Voilà, alors ce message aussi, du coup, peut-être à partager, peut-être peut nous animer pendant toute la journée. Et si les personnes autistes étaient des travailleurs comme les autres, cette citation d'Albert Einstein, il est plus facile de désintégrer un atome, vous savez de quoi il parlait, plutôt qu'un préjugé. Voilà, je vous remercie. Je vais inviter peut-être Marie-Sara, dans un premier temps, à vous partager son témoignage, et puis on aura du temps pour les questions juste après. Vous préférez rester assise ou... Bonjour. Non. Bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Sara, j'ai 22 ans. Je l'ai pas écrit, le témoignage. Je vais vous résumer un petit peu mon parcours. Mon parcours scolaire. J'ai arrêté l'école à 16 ans, après une seconde générale. J'ai fait un service civique qui s'est très bien passé avec Unicité Programme Booster. C'était un service civique exprès pour les jeunes qui ont arrêté l'école tôt. Ça s'est super bien passé. À l'époque, je n'étais pas encore diagnostiquée. J'ai été diagnostiquée à 17 ans pendant le service civique. Et suite à ça, le job coach du service civique m'a conseillé de faire un dispositif d'insertion professionnelle au CRIP. C'était un dispositif exprès pour les personnes en situation de handicap. Comme j'ai mis au moins 3 ans à avoir l'accord de la MDPH, il a fallu que je fasse autre chose entre-temps. J'ai essayé d'aller à l'école. J'étais inscrite à la mission locale. J'ai essayé l'école de la seconde chance. J'ai fait une semaine. Et ça me fatiguait trop, c'était pas adapté. J'ai arrêté. Et donc après, j'ai fait un chantier d'insertion en infographie et bureautique. Je supportais pas de rester assise toute la journée derrière un écran. Hein, voilà, je suis pas du tout le cliché de la personne autiste. Mais j'ai quand même pu faire un stage durant ce travail. J'ai fait animatrice dans une école de cirque. J'apprenais aux enfants à faire du cirque. C'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu. Suite à ça, j'ai voulu être animatrice. Voilà. Et entre-temps, j'ai rencontré aussi Pauline Belval, on en parlait tout à l'heure, du dispositif La Passe, prestation d'appui spécifique. Elle m'a aidée à trouver du travail, et notamment le chantier d'insertion bureautique. Et aussi, elle m'a aidée pour tous les stages. Voilà. Et j'ai donc enfin pu, après le Covid aussi, parce que le chantier d'insertion, le Covid, peut-être 4 ans après, j'ai pu aller enfin au CRIP. Sauf que, en fait, il s'est passé tellement de temps entre le moment où on m'a dit de faire le dispositif au CRIP, qu'il y a un autre dispositif qui s'est créé en même temps au CRIP. Donc c'est c'est à Castelnau. Et donc il y a Passe-Passe qui s'est créé. Passe-Passe qui est passeport professionnel pour les personnes autistes. Donc voilà.
on m'a proposé de faire passe-passe en me disant que ce serait plus adapté. Ça commençait exactement au même moment que le dispositif que je devais faire. Je leur ai dit, s'il faut refaire des dossiers MDPH, c'est mort. Je fais l'autre. Et maintenant, c'est bon, c'est accéléré. Je dis, ok, d'accord, je vais faire passe-passe. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Alors, c'était pendant le Covid. On a fait la première session passe-passe. J'ai fait la première session. On a galéré tous à trouver des stages. Parce que, comme tout le monde, hein. Il y a des choses qui étaient prévues dans le dispositif qu'on n'a pas pu faire. Je sais que ça a pu se faire sur la deuxième session de passe-passe. Mais globalement, ça s'est très bien passé. Je me suis un peu ennuyée parfois, beaucoup. Mais sinon, en tout cas, ça m'aura permis de trouver un stage. J'ai fait un stage en animation aussi, mais avec des personnes âgées dans une résidence senior. Le stage s'est très bien passé. Ça a très bien été adapté. Je sortais du milieu ordinaire. Pour moi, c'était très confortable comme environnement de travail. Je pourrais en parler plus après si vous avez des questions sur passe-passe. Je suis contente de l'avoir fait. En même temps, j'ai voulu passer mon BAFA. La partie théorique s'est bien passée. Mais le stage pratique, j'étais beaucoup trop fatiguée, j'ai demandé quelques aménagements, notamment, je mangeais pas le midi avec les enfants, mais c'était à peu près le max des aménagements que je pouvais avoir. Ça m'a énormément fatiguée et j'ai pas eu un bon commentaire, on va dire, sur le... on m'a pas accepté le BAFA, le stage pratique. Ça m'a un peu découragée. Bon, j'avais une dernière option, à savoir faire un CPGEPS. Donc j'ai pas lâché l'affaire. Les personnes de passe-passe m'avaient proposé de faire un stage pour donc la session 2 de passe-passe. J'ai beaucoup passe-passe. Et donc ce stage était génial. Donc j'ai animé des ateliers de théâtre et théâtre d'impro pour la session 2, ça s'est super bien passé. J'ai aussi fait des animations avec l'éducatrice spécialisée, je crois, oui, l'éducatrice spécialisée de passe-passe, qui s'appelle Jessica. Et ça s'est super bien passé avec elle. J'ai aussi animé des ateliers d'écriture. Bon, ça leur a pas trop plu, du coup, ça n'a pas abouti. Mais ils ont fait de l'impro, des jeux, c'était vraiment chouette. À la fin, on a fait un loup-garou. J'ai gagné. Voilà. Et donc, à ces petites anecdotes, je reviens en arrière. Donc oui, donc ce stage-là m'a permis de reprendre confiance en moi pour mon projet professionnel. Donc oui, je vais vous raconter une petite anecdote sur Pauline. Sur le dispositif de Pauline. En fait, pour accéder à ce dispositif, il faut que une personne de Pôle emploi ou de la mission locale remplisse une fiche de la GFIP pour accéder à ce dispositif. Et sur la fiche, il y a marqué différents types de handicap. Parce que ce dispositif n'est pas que pour les personnes autistes, il est pour tout type de handicap. Et donc, il y a plein d'associations différentes. Et ma conseillère mission locale s'est trompée de case et a marqué handicap mental. Mais je ne le savais pas. Donc je suis arrivée un jour, on m'a convoquée dans une association. J'ai fait un entretien d'1 heure avec une dame qui m'a posé des questions sur moi, je me souviens plus exactement. Et à la fin, elle m'a dit « Ah, va y avoir un problème, vous n'avez pas de retard ?» Je lui ai dit « Quoi ?» Elle m'a dit « Non, mais en fait, c'est pour les personnes qui ont un retard mental. » Je dis « Ah bon, parce que vous aviez un doute là pendant 1 heure en parlant avec moi, c'était pour vérifier. » Ça me fait rire maintenant. Mais voilà, donc il fallait cocher la case handicap cognitif. Voilà, si vous avez à remplir ce papier.
Mais c'est pas la première fois en plus, la dame m'a dit, c'est pas la première fois que des personnes se trompent et que des personnes comme moi se retrouvent là-bas. Donc voilà, l'autisme n'est pas un handicap mental. Oui, voilà, donc bon, c'est à peu près là. Donc j'en suis là. Donc oui, c'était bien. Donc à la suite de ce stage, donc j'ai réussi, j'ai fait un entretien d'embauche, j'ai réussi à être prise pour faire une formation, pour faire une formation donc, en alternance pour être animatrice qui s'appelle CPGEPS. Donc j'ai fait les entretiens d'embauche avec Pauline et après elle a été en congé maternité. Donc j'ai commencé cette formation et voilà, j'en suis qu'au début, mais je ne pouvais pas trop en parler. Mais bon, ça se passe pas hyper bien, je suis beaucoup trop fatiguée. Mais voilà, je vais essayer de ne pas arrêter cette formation. Voilà, je suis un peu là pour ça. Je ne pourrais pas trop vous parler du... Enfin, je peux parler du présent, mais bon, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est que j'ai. Mais voilà. Voilà, c'était quoi Ah oui, il fallait la conclusion. Donc si je devais refaire passe-passe, je le referais. Le dispositif de Pauline? C'est la prestation d'appui spécifique. Le dispositif PASS, PAS. Il y a plusieurs sous-parties. Il y a la partie pour les troubles psychiatriques généraux, puis aussi pour la partie pour les troubles cognitifs, en particulier pour l'autisme. Ah oui. Souvent PASS TCO pour les enfants. Oui, on m'avait demandé qu'est-ce que ce serait bien de faire. Alors j'avais proposé de parler de la mission locale dans les lycées, parce que peu de personnes connaissent la mission locale. De parler de peut-être... parce qu'en fait, il y a plein de dispositifs qui existent, mais les personnes ne sont pas forcément au courant, peut-être de mieux orienter vers les différents dispositifs. Là, on en a déjà cité deux, Passe-Passe et Passe. Donc peut-être connaître peut-être mieux voilà, les différents dispositifs. Et voilà, en général, c'est possible d'avoir un emploi, mais on galère toujours plus que les autres.